en une seule séance l'essentiel du philosophie. Mais quand je me suis mis à l'écrire, je me suis aperçu que, en fait, c'était hyper intéressant d'allonger les philosophes sur le divan. Mais vraiment, pas en une séance qui serait juste une sorte d'astuce pour découvrir la philosophie, mais davantage dans le suivi, dans la progression et dans la thérapie. C'est-à-dire qu'on voit réellement Kant, ce que j'ai regardé, donc Platon, Kant et Sartre, on les voit finalement revenir plusieurs fois. Et puis finalement, au fur et à mesure, je me suis attaché à ces philosophes, vraiment. C'est-à-dire que je me suis mis à croire réellement qu'ils étaient vivants et malades, parce que l'idée du livre, en fait, c'est qu'ils sont encore vivants éternellement. Et puisque c'est ça, les grands génies, c'est des gens qu'on côtoie comme s'ils étaient vivants, puisqu'on étudie leurs pensées et on discute avec eux. Donc je me suis dit, en fait, je vais les faire vivre à Paris aujourd'hui. Et comme ils sont, pour Platon, vivants depuis 2500 ans, pour Kant 300 ans et pour Sartre 80, eh bien, en fait, vous savez, ce qui fait qu'on va bien, c'est le corps qui est l'indice. Et donc je me suis dit, je vais faire des corps éternels. Et je vais les faire aller voir un psychanalyste, en l'occurrence un mélange de Freud et de Lacan, pour aller parler de leurs problèmes. Et ensuite, le projet a encore changé, puisque j'ai tellement aimé me mettre dans la peau de Platon chez le psy, ou me mettre dans la peau de Kant ou de Sartre chez l'analyste, qu'en fait, j'ai complètement lâché le projet, et j'ai fait uniquement le livre de Platon qui est en analyse chez Freud. Et quand je l'ai fini, j'ai fait un autre livre, le livre de Kant qui est en analyse chez Freud. Et puis après, j'ai fait le livre de Sartre en analyse chez Freud. Donc j'avais 3 petits livres comme ça de 150 pages, où à chaque fois, on voyait à la fois la philosophie, puisque évidemment ils parlent de leur philosophie sur les divans, comme tout le monde parle de son métier chez son psy. Eux, ils parlent de leur philosophie. Donc c'était une façon pour le lecteur de découvrir la philosophie sous un jour incarné et vécu existentiel. Mais en même temps, c'était aussi une façon beaucoup plus compliquée d'essayer de voir en quoi nous, occidentaux, on n'est pas fait de cette matière-là. C'est-à-dire en quoi la névrose de Platon, c'est la nôtre. En quoi la névrose de Kant, c'est la nôtre. En quoi la névrose de Sartre, c'est la nôtre. Ça vous paraît un peu compliqué. En fait, c'est très simple. La névrose de Platon, vous l'avez vu en cours, je crois, c'est que, en cours de philo, on n'appelle pas ça sa névrose. Mais l'idée de Platon, c'est qu'on cherche la vérité idéale. Et on est comme ça, en train de se détourner du monde sensible, en quête d'une vérité éternelle. Donc, quelque part, c'est une maladie de ne pas regarder le monde comme il est, et de toujours chercher un idéal qui viendrait régler notre existence. Et ma démarche a été très simple, c'est de dire, est-ce que nous, dès qu'on est trop idéaliste, dès qu'on rate un peu son existence concrète et les rencontres qu'on pourrait faire au nom d'une pseudo-idée inaccessible, est-ce qu'on n'a pas la maladie de Platon? De même, avec Kant, vous savez que Kant, c'est la philosophie morale. C'est celui qui dit qu'il faut vivre fidèlement au tu dois. Il faut respecter, vous avez peut-être vu ça en cours, l'impératif moral catégorique. C'est Kant qui dit tu dois, donc tu peux. Eh bien, c'est quoi la névrose qui est liée à ça? C'est à chaque fois qu'on est malheureux, parce qu'on se met trop la pression, à chaque fois qu'on n'arrive pas à faire les choses bien, parce qu'on se met trop la pression, on voudrait les faire parfaitement. Bref, à chaque fois que le tu dois nous écrase et nous empêche de pouvoir, alors on a la maladie de Kant. C'est une façon de parler de l'Occident en vérité. Une façon de parler de ce que c'est qu'être occidental. Et quant à Sartre, que vous avez j'espère aussi étudié, pour Sartre, on est toujours vivant sous le regard de l'autre. Et on est complètement déterminé et un peu réduit par la manière dont autrui nous voit. Donc, on va dire clairement, dès que vous n'arrivez pas à vivre, à savoir ce que vous pensez, à savoir ce que vous valez, et que vous êtes toujours en train de quêter comme ça, dans le regard d'autrui, votre vérité, alors vous avez la maladie de Sartre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'était ça la démarche, c'était d'essayer de parler de ce que c'est que être occidental à travers ces 3 grands philosophes. Mais ensuite, pour répondre à la question sur la jeunesse du livre, quand il y a eu ces 3 petits livres, en fait j'ai découpé chaque livre en une quinzaine de séances, et après j'ai fait un montage un peu comme au cinéma, vous savez, quand on fait un montage, et j'ai panaché les séances. J'ai eu une séance de Kant, une séance de Platon, une séance de Sartre, puis 2 séances de Kant, une de Sartre, une de Platon, et à la fin ça a fait le livre que pour certains vous avez lu. Voilà. Donc un projet très bizarre, et souvent vous comprendrez et vous réaliserez que c'est souvent comme ça les projets. En gros, l'idée de départ n'a absolument rien à voir avec le résultat, et c'est ça qui est intéressant dans la vie. L'idée de départ, c'est de faire de la pédagogie légère, avec un gimmick qui est une séance de psy par philosophe, et le résultat, c'est une pièce de théâtre en réalité, qui est un huis clos, où Freud reçoit en analyse uniquement Platon, Kant et Sartre,
dans des analyses qui sont suivies, qui durent des mois, parfois des années, et qui nous donnent à vivre et à quelque chose qui est émouvant autant qu'il fait réfléchir. Ce qui n'était pas du tout l'idée de départ. Voilà, est-ce que j'ai répondu à la question? Tout ça n'est pas très clair, je suis d'accord, mais c'est ça qui était intéressant, c'est que c'était finalement pas très clair de se dire, nous occidentaux, est-ce qu'on est platoniciens, kantiens ou sartriens sans le savoir à travers les problèmes qu'on a à vivre. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Vers quel philosophe vous vous rapprochez le plus? Alors, peut-être, on va vous donner le micro. Donc, la question était, de quel philosophe je me rapproche le plus? Je me suis rendu compte, par rapport à ces trois-là, que celui qui est très proche de moi, c'est évidemment Sartre, pour plein de raisons. C'est que c'est vraiment le philosophe au XXe siècle qui a fait que la philosophie est devenue populaire. C'est-à-dire que Sartre a fait descendre la philosophie dans la rue, à tout point de vue, en devenant journaliste, il a fondé Libération, en faisant des pièces de théâtre pour traduire ses idées philosophiques ou des romans, La nausée, Les mots, Biclo, etc., mais aussi en s'engageant dans le débat politique-social. Donc moi, j'étais évidemment très proche de Sartre en tant que philosophe vivant dans son temps et engagé. Par ailleurs, là où j'étais aussi très proche de Sartre, c'était dans cette idée que vivre comme un humain, c'est toujours vivre sous le regard des autres. Alors, vous savez, en philosophie, il y a beaucoup de propositions qui disent le contraire. Pour dire par exemple que non, dans la conscience morale, on est seul avec sa conscience. C'est pas le regard des autres qui importe. Il y a aussi toute la perspective du romantisme que vous avez vu en lettres ou en philo, où dans le romantisme, peu importe le regard des autres. Si moi j'aime quelqu'un et si cette personne m'aime, eh ben on est très, très bien dans notre jardin secret et même on n'a pas besoin que les autres nous voient. Donc il y a plein de perspectives comme ça qui disent le contraire de ça, à savoir ma vérité, elle n'est pas dépendante du regard des autres et de ce que Sartre appelle l'intersubjectivité. Moi, en tant que vivant, j'allais dire, je suis plutôt convaincu que Sartre a raison, que tout ce qu'on est, tout ce qu'on construit, tout ce qu'on prouve, tout ce qu'on obtient comme reconnaissance, enfin bref, tout ce qui fait la vie humaine, se joue dans la relation aux autres, dans la relation humaine. Donc d'abord, je suis proche de Sartre. Mais en revanche, dans l'aventure du livre, je me suis senti proche de quelqu'un qui a priori ne m'intéressait pas, qui est Kant, qui plutôt me fatiguait quand je le lisais, et ça ne m'intéressait pas trop la question du devoir moral, à savoir ma liberté c'est de vouloir le bien, ça ne me parlait pas trop. Mais je me suis attaché à lui pendant son analyse, et je me suis carrément identifié à lui à la fin. Et donc je me suis rapproché beaucoup plus de Kant, et c'est finalement lui qui à la fin m'a ému, d'autant que lui a réussi à progresser et à aller mieux grâce à Freud, alors que Sartre s'en est pas vraiment sorti dans son livre, hein, et Sartre a continué à être enfermé dans sa névrose. Donc finalement je me suis rapproché de Kant. D'autres questions? Oui? Pourquoi parmi vous, au départ, vous avez choisi, vous avez préféré ça? Alors, très bonne question. Pourquoi j'en ai gardé que 3 sur 12, et pourquoi ces 3-là qui sont Platon, Kant et Sartre? Alors, dans un premier temps, je voulais en garder que 7. Il y avait Hegel, il y avait Spinoza, il y avait Nietzsche, et puis Schopenhauer, je crois. Mais il s'est passé 2 choses. La première chose, c'est que ce qui m'a paru intéressant, et peut-être on va confronter votre ressenti de lecteur, c'était de montrer l'évolution. C'est-à-dire de montrer comment quelqu'un, faisant une psychanalyse, entend peu à peu la vérité de son histoire. Donc ce n'était pas possible de faire ça avec 7 philosophes. De plus, ma thèse, qui est un peu discutable, c'est que les philosophes, plus encore que les autres humains, ils sont assez doués pour se mentir à eux-mêmes. C'est-à-dire, comme ils réfléchissent bien, ils se barricadent dans leur raisonnement, dans leur forteresse de concepts, et ils se coupent de la vérité de leur histoire ou de la vérité de leur affect. Par exemple, Platon, à force de se persuader que l'essentiel c'est les idées, que l'essentiel, que l'art est condamnable, que la politique démocratique est une aberration, peut-être qu'il se persuade de cela, mais que c'est pas sa vérité intime de dire ça. Donc du coup, je suis rentré dans une histoire beaucoup plus sensible, où en fait, les philosophes, comme ils sont très dans l'auto-persuasion, puisqu'ils sont intellectuellement puissants, en fait, leur intellect est carrément un ennemi pour eux. À vrai dire, je pense que c'est le cas pour nous tous. Hein.
C'est-à-dire que souvent, par la raison, on se coupe de la vérité de ce qu'on pourrait ressentir. En gros, on se persuade de plein de choses avec la beauté du raisonnement, mais souvent c'est une façon de se mentir à soi-même. Donc, à partir du moment où j'ai eu le projet de montrer comment dans la psychanalyse on fait tomber cette résistance de la raison, il fallait prendre du temps. Donc je ne pouvais pas en garder 7. Ensuite, pourquoi j'ai gardé Platon, Kant et Sartre? Parce que le projet ayant changé, ce que j'ai voulu faire, le terme est un peu prétentieux, mais en fait c'était mon objectif de travail, c'était faire une psychanalyse de l'inconscient occidental. Et je me suis dit, c'est quoi être occidental? Et il m'est apparu que c'est surtout 3 choses. Et ça, d'ailleurs, on peut le dire en termes d'histoire des idées, ça se défend. Il m'est apparu que dans l'esprit occidental, il y a d'abord un très fort idéalisme. C'est-à-dire l'idée qu'on cherche comme ça des grands principes, des idées qui soient au-dessus du monde concret et sensible, qui nous guident. Et du coup, je me suis dit, j'ai gardé Platon pour parler de ça. Parce que Platon, c'est l'idéalisme. Vous connaissez chez Platon l'idée qu'il y a un siège des idées au-dessus du monde sensible, et que si on veut bien vivre, gouverner, aimer dans le monde sensible, il faut être fidèle aux idées qu'on a vues dans le ciel des idées. Donc j'ai gardé Platon pour parler de l'idéalisme occidental. Ensuite, je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'on est occidentaux? Eh bien, c'est qu'on se force à faire des choses. Cette idée comme ça, qui n'est pas du tout orientale, dans beaucoup de modalités de l'Orient, il est question d'un laisser-être, d'un lâcher-prise, d'accueillir les forces du monde. En Occident, souvent, il y a l'idée que être un homme, digne d'être un homme, avoir une vie humaine digne d'être vécue, c'est s'obliger à certaines choses. C'est s'auto-contraindre moralement. Et donc, j'ai gardé Kant pour parler de ça. Avec Platon, je parle de l'idéalisme, et avec Kant, du rapport à la morale. C'est-à-dire, au fond, du rapport à ce que Freud appelle le surmoi, mais surtout du rapport au tu dois. Voilà. Tu dois être un élève brillant, tu dois être un père de famille responsable, tu dois être un citoyen éclairé, tu dois être une mère aimante. Tous ces tu dois qui finalement nous empêchent de vivre, tellement ils sont tyranniques. Il y a une injonction tyrannique du tu dois. Souvent, on fait mieux les choses quand on ne se sent pas obligé de les faire. Et parfois, eh bien, c'est le tu dois trop tyrannique qui nous empêche de pouvoir. Pour parler de ça, j'ai gardé Kant. Et ensuite, il m'est apparu qu'il y a quelque chose de très occidental, c'est l'obsession du regard de l'autre. Cette incapacité à savoir ce qu'on vaut, à avoir confiance en soi, indépendamment du regard de l'autre. Et j'ai gardé ça pour dire ça. Donc finalement, il y avait une stratégie qui était de garder les philosophes qui me permettaient de parler de l'Occident en général. Monsieur, oui. Oui, alors la question c'est qu'est-ce qui dans la société orientale s'appelle le laisser-être ou le laisser-aller? Est-ce qu'il y a des exemples? Alors oui, il y en a plein. De toute façon, c'est trop caricatural de dire Occident, Orient en général. Mais prenons des exemples concrets. Par exemple, dans le Tao, il est question d'accueillir une forme de vie qui est en soi et qu'on accueille d'autant plus qu'on ne fait pas d'effort pour aller vers lui. Dans le bouddhisme, il est question d'un bonheur qui s'appelle le nirvana et qu'on atteint en cessant de vouloir et de désirer, en cessant d'être un jeu qui se prend pour le sujet de sa volonté, et donc en disparaissant comme individu et en rejoignant le tout. Et cela aussi ne se fait pas dans une démarche volontariste, mais dans une démarche où on disparaît comme individu. D'autre part, dans le confucianisme, par exemple, il y a l'idée qu'il y a un ordre cosmique et que ma place, eh bien, elle est déjà là dans l'ordre cosmique, indépendamment de ce que je vais y faire. Il faut juste que j'accepte ma place là où elle est. Donc tout ça, c'est des exemples d'une mentalité qui n'est pas du tout occidentale. Nous, les Occidentaux, on s'est construit sur l'idée qu'on peut changer le monde, qu'on peut faire la révolution, qu'on peut vouloir très fort. Hein. Si tu veux, tu peux. Ça, c'est très occidental. Et bien, c'est tout ça dont je parle dans le livre, mais sous une forme de symptômes, en fait. C'est-à-dire que j'ai essayé de montrer dans ce livre, Les philosophes sur le divan, que ce que l'Occident présente souvent comme sa gloire, à savoir la volonté, la raison, c'est plutôt souvent des symptômes. Alors évidemment, c'est un peu bizarre de dire ça à des lycéens qui préparent le bac. Mais je crois qu'on peut dire ça quand même. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas vouloir et qu'il ne faut pas réfléchir, pas du tout. Il s'agit de dire que quand on veut trop, ça devient contre-productif. Et que quand on réfléchit trop, on se coupe parfois d'une forme de spontanéité, de l'intuition, ou du sentiment, ou du ressenti. Et ça, en Occident, on le dit rarement.
Kant l'a pas trop dit, Platon l'a pas trop dit, Sartre l'a pas trop dit. Alors, il y a d'autres philosophes qui l'ont dit, Bergson par exemple. Mais quand même, il y avait l'idée d'attaquer un peu l'Occident, qui met en avant des qualités qui sont des qualités, mais qui parfois, donc la réflexion, la volonté, le devoir moral, mais qui parfois, à force d'être trop mis en avant, ratent leur but. Voilà. Vous avez plein d'exemples. Si vous êtes insomniaque, par exemple, plus vous voulez vous endormir, moins vous vous endormez. Et le jour où vous dites, ok, je lâche l'affaire, j'arrive pas à m'endormir, donc j'en profite pour travailler, ou regarder un film, ou écrire une chanson, et là, vous endormez. Donc vous êtes récompensé par l'endormissement du fait d'avoir cessé de vouloir vous endormir. Et ça, rarement on l'a dit dans la philosophie occidentale, alors que c'est une évidence pour beaucoup d'orientaux. Et c'est ça dont je parle dans le livre, parce que figurez-vous que Kant, pour entrer dans le détail, vous l'avez étudié, Kant, c'est la loi morale. Vous la connaissez, je pense. Agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. C'est la loi morale de Kant, ça. Ça veut dire que concrètement, si vous voulez agir moralement, c'est facile, il suffit de réfléchir. Il suffit de vous dire, tiens, est-ce que mon comportement qui est là, si j'en extrais une maxime d'action, est-ce que ça pourrait être une loi universelle? Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un vous a fait du mal, et vous hésitez à vous venger en lui écrasant la tête en revanche, ou alors vous dites c'est pas grave, je préfère porter plainte, ou alors je pardonne. Vous hésitez, quoi. Alors, vous avez vraiment envie de vous venger. Et donc vous extrayez de tout ça une maxime d'action, qui serait toujours se venger dès qu'on en a envie. Et la question c'est, est-ce que la communauté mondiale des hommes pourrait marcher si tout le monde appliquait cette maxime d'action? Réponse non. Si tout le monde l'appliquait, il n'y aurait plus de communauté mondiale possible, il n'y aurait plus de monde. Donc c'est immoral. Et Kant dit que pour agir moralement, il faut toujours se poser la question de l'impératif catégorique et essayer de l'appliquer. Parce que je montre dans le livre, c'est que, à force de présenter les choses comme ça, à force de dire que donc c'est pas spontané, la morale en l'occurrence, que c'est pas une affaire de cœur, mais une affaire de raison, vous avez compris que c'est un raisonnement. Agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. C'est un raisonnement. On réfléchit, on se dit c'est quoi la maxime? Est-ce qu'on peut en faire une loi universelle? Et ce que j'explique dans le livre, c'est que c'est très bien pour agir moralement d'être kantien. Mais le problème de Kant, dans l'analyse, que j'ai inventé évidemment, mais je vous raconterai après, que j'ai pas tant que ça inventé, car je me suis beaucoup renseigné sur sa vie, Kant, il avait un problème avec les femmes. Il les fuyait, et il a eu une ou deux aventures peut-être, et peut-être zéro. Et il semblerait, d'après ses biographes, qu'il ait été amoureux une fois, qu'il ait eu rendez-vous une fois avec cette femme dans un parc, et qu'il n'y soit pas allé. Et ce que j'explique dans l'analyse de Kant par Freud, c'est que s'il n'a pas été capable d'aimer, c'est à cause de l'injonction du tu dois. C'est-à-dire que c'est vrai que pour être moral, se dire tu dois faire le bien, ça marche. Mais pour aimer, ça marche pas. Tu dois aimer, ça marche pas. Si quelqu'un vous êtes en couple et lui dit dis-moi que tu m'aimes, ça vous bloque. Vous n'avez pas envie de lui dire que vous l'aimez parce qu'il vous le demande. Donc l'injonction d'aimer ne marche pas. Alors que l'injonction du devoir moral marche. Donc c'est une façon de montrer que ce tu dois kantien, parfois il est efficace pour agir moralement, mais très souvent il est contre-productif. Voilà. Et c'est pour ça que Kant a besoin de cette psychanalyse et maintenant il va beaucoup mieux. D'autres questions? Il y avait... Oui? Très bonne question. Pourquoi j'ai fait cette psychanalyse dans une époque contemporaine et pas dans leur époque? D'abord, comme c'est pas la même époque, ça aurait été difficile, mais bonne question. C'est parce que, si vous voulez, il m'est apparu qu'ils étaient vivants, réellement. Alors quand on lit Platon, il est vivant. Il est tellement là, c'est tellement intelligent. Les dialogues de Platon, vous devez lire ça, enfin, certains sont... Faut pas lire les mauvais, mais parfois les dialogues de Platon, c'est génial, quoi. C'est vivant, ça rebondit, il y a plein d'idées. Vous savez que Wittgenstein disait que peut-être toute l'histoire de la philosophie, c'était que des notes de bas de page sous les dialogues de Platon, tellement c'est riche. Donc, quand on lit Platon, on a l'impression qu'il est vivant. Quand on... Sartre, il est mort il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai que Sartre, cette manière, moi quand je lis Sartre et que je vois sa vie, cette manière comme ça de produire de la pensée, de tenter des énoncés nouveaux, de s'engager dans la vie, j'ai l'impression de le connaître.
Et de même, Kant, la question comme ça du devoir moral, c'est des questions qui nous parlent vraiment. Est-ce que je dois faire le bien? Est-ce que je suis autonome quand je fais le bien? Est-ce que c'est moi qui fais le bien? Ou est-ce que je fais juste qu'obéir à l'injonction de l'Église, de mon père, de l'État? Et dans ce cas-là, c'est pas vraiment moi qui veux le bien. Dans ce cas-là, je ne suis pas libre de faire le bien. C'est des questions qui me paraissaient tellement présentes que j'avais l'impression qu'ils étaient vivants. Du coup, je me suis dit, mais puisqu'ils sont vivants du point de vue de l'esprit, eh bien, je vais faire vivre leur corps. Et là, j'ai relié cette idée comme ça, un peu de scénario, quoi, de les faire vivre en tant que corps, à ce que dit la psychanalyse. Et qu'est-ce que dit la psychanalyse? C'est que quand on se ment à soi-même, à un moment, il y a des symptômes physiques qui nous attirent notre attention sur ce mensonge. Vous comprenez l'idée? Donc je me suis dit, si je les fais marcher dans Paris avec des corps, ben ils vont avoir des tics, des symptômes, des choses qui vont manifester ce qui est intenable dans leur philosophie. Donc c'est un peu compliqué, mais je me suis dit que je vais voir dans l'état de leur corps le test de la viabilité sur le long terme de leur philosophie. Vous comprenez? C'est pour ça que je fais marcher Platon dans la rue de Paradis, dans le 10e arrondissement à Paris, et il se tire la nuque, il a mal à la nuque, il a un torticolis permanent, à force de lever les yeux vers le ciel des idées. Par exemple. Et donc c'était une idée comme ça de mise en scène un peu théâtrale, pour faire parler leur corps des limites de leur pensée. Vous voyez? Et puis il y avait aussi cette idée, je crois, un peu inspirée du christianisme, que le corps est éternel, et quelque part, je sais pas, vous savez, je ne sais pas non plus expliquer tout. C'est ça aussi qui fait mon écrit. C'est que j'avais envie de faire vivre leurs pensées dans des corps éternels, à partir du moment où c'était évident, c'est presque un cliché, que de toute façon leur pensée est éternelle, puisqu'on en débat encore. D'autre part, ce que je voulais montrer aussi, en les faisant tous vivre à la même époque, c'est que l'histoire de la philosophie, elle est géniale pour ça. On a l'impression d'une grande discussion entre Épicure et Bergson, entre Marc Aurèle et Kant, entre des gens qui ont des siècles de différence, des cultures différentes, mais tous ces esprits géniaux discutent ensemble, en fait. Par-delà le temps. Et c'est aussi cette idée que je voulais faire sentir à travers cette mise en scène, quoi. Oui. Depuis le début, vous parlez de Kant, de Sartre et de Platon. Et moi, ma question, elle portait sur Freud. Oui. Vous auriez pu choisir un autre psychanalyste, vous auriez pu choisir aussi un psychanalyste lambda. Et est-ce que ça a apporté quelque chose de votre choix aussi de Kant? Ouais, très bonne question. Merci pour cette question. Pourquoi j'ai choisi Freud? Parce que l'autre aspect du livre, c'est évidemment de confronter la philosophie dans ses énoncés habituels, que vous avez dans votre programme de philo. La raison, la conscience, la liberté, l'art, la religion. Mais est-ce que vous entendez ce que c'est que ce programme? C'est-à-dire que ce programme, c'est tout ce qui ne résiste pas au regard freudien. En philosophie, vous avez comme ça la conscience, Descartes, le libre arbitre, l'indépendance de la conscience par rapport au désir, Kant, la conscience morale. Boum, Freud arrive, qu'est-ce qu'il montre? Que sous la conscience, il y a l'inconscient, qu'il appelle de ça, et que même au-dessus de la conscience, il y a une partie du surmoi inconscient. Donc, les notions philosophiques ne résistent pas à la découverte de la psychanalyse par Freud. J'ai pris un exemple, on va en prendre un autre. La liberté, voilà. Vous voyez votre cours sur la liberté humaine en philo. La liberté, c'est de faire des choix. La liberté, c'est de connaître ce qu'on ne peut pas changer. La liberté, c'est de se réaliser selon les gueules. Et après, vous avez la découverte freudienne que finalement, on est plus ou moins déterminé par sa place dans une histoire familiale et qu'on n'a pas trop d'autre liberté que d'entendre qu'on ne pourra pas changer cette place. Donc, je ne dis pas que Freud a raison, mais je dis juste que c'est quelqu'un après lequel il est plus possible de philosopher. De la même façon. Tout ce qu'on disait est questionné par la découverte de Freud, qui n'est pas rien. C'est une découverte, c'est pas simplement l'inconscient. Ça, plein de gens avant Freud y avaient pensé. C'est la découverte de l'inconscient actif. Ça veut dire qu'on a des pulsions refoulées depuis l'enfance qui créent une forme d'énergie qui est partout et nulle part, qui s'appelle la libido, et qui est là dans nos choix, dans nos pensées, dans nos décisions, dans nos désirs, et qui change tout à ce qu'on savait de l'homme. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais faire dans ce livre?
c'était confronter le regard de la psychanalyse à la philosophie. Donc Freud me paraissait le mieux trouvé pour ça. Ensuite, j'ai mélangé Freud avec Lacan en vérité, puisque Freud avait quand même des méthodes qui datent d'il y a un siècle, et que Lacan avait une façon d'être psychanalyste plus subversive, avec plus de séances, des séances plus courtes. Donc j'ai fait un mélange Freud-Lacan, mais j'ai appelé Freud. Donc voilà, l'idée, c'était aussi de faire l'histoire de la philosophie en montrant qu'avec Freud, on ne peut plus penser pareillement la philosophie, la raison, la liberté, tout, l'amour, la conscience. Et du coup, après j'ai grossi le trait en faisant en sorte que dans les échanges dans le huis clos, eh bien, Freud, avec son oreille de psy, nous permette à nous d'entendre les limites des pensées de Platon, de Kant ou de Sartre. Et finalement, il y a quand même un truc de pédagogie là-dedans. C'est que je me suis dit, enfin, à vrai dire, je ne me le suis pas dit, je n'ai pas fait exprès, mais apparu après coup, parce que j'ai rencontré plein de gens, peut-être comme vous, peut-être pas, on verra, qui me disaient, moi, ce que j'aime dans ce livre, c'est que je découvre la philosophie. Sous un jour qui pour une fois, m'ennuie pas. Parce que c'est du vécu, c'est existentiel, il y a des souffrances, ils sont amoureux, etc. Et en fait, je me disais, ça c'est bizarre. Comment ça se fait que ces lecteurs, souvent jeunes, ils aiment ce que dit Platon, ils aiment ce que dit Kant, au moment où moi je veux montrer les limites de ce que dit Platon et de ce que dit Kant, écouté par l'oreille de Freud. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, l'explication elle est très simple. C'est que vous n'êtes pas des débiles. Vous pouvez aimer quelque chose sans que vous dites que c'est génial. Exactement, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est dans l'instant où je montrais les philosophes comme imparfaits, comme névrosés, comme ayant peur des femmes, comme ayant peur de l'autre et de l'inconnu, que du coup, vous vous attachez, enfin, le lecteur s'attache à eux et se met à apprécier leur philosophie. En gros, quand je critique la philosophie plaît, et quand je dis que la philosophie est inattaquable, elle ennuie tout le monde. Donc dans le livre, ça s'est avéré être assez efficace de montrer les philosophes comme étant comme nous tous, des gens un peu tarés, un peu malheureux, très névrosés souvent, et qui, malgré tout, produisent des choses intéressantes, et je dirais d'autant plus intéressantes que ces choses ne sont pas parfaites, et même, plus précisément, que leurs grandes idées, les grandes idées de Platon, les grandes idées de Kant, les grandes idées de Sartre, elles viennent de leur petite névrose à eux. Eux aussi. C'est-à-dire que, souvent, en France, plus en France qu'ailleurs d'ailleurs, on est idéaliste. C'est-à-dire qu'on pense que si Kant a des idées géniales, on va quand même pas les relier à ces histoires de cul. Surtout pas. Quoi, Kant? Non, quand même pas. Ce serait salir Kant que de montrer la relation entre sa philosophie géniale et sa vie minable, complètement minable, de petit étriqué qui ne voit personne et qui sort jamais de chez lui. Et bien moi j'ai montré le rapport. Et vous voyez, l'idée c'était pas de réduire la grande philosophie de Kant à sa petite vie ou à sa petite enfance, évidemment. C'était pas de réduire, c'était de montrer que chez lui comme chez nous, ça vient de l'enfance. C'est-à-dire que les idées qu'il a eues, la vision du monde qu'il a eue, elle a évidemment un rapport avec son enfance. De même, Platon, et bien voilà, les idées qu'il a eues, elles ont un rapport à la relation qu'il avait avec sa mère. Et c'est comme ça, parce que c'est la vie humaine, et c'est indéniable. Et c'est là que le débat a commencé à avoir lieu à partir du livre. Beaucoup de philosophes en France ont trouvé ça impossible comme démarche, honteux, et ont trouvé ça extrêmement réducteur de dire que si Platon avait cette condamnation de la démocratie, c'est parce qu'il était influencé par sa mère, etc. Ou de dire que si Kant avait été comme ça, avait développé une théorie du devoir moral si radicale, c'est parce que sa mère est morte quand il avait 11 ans. Mais moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ça a évidemment un rapport. Je prendrai un seul exemple avant de vous donner la parole. J'ai quand même fait une petite enquête dans ce livre, sur la vie des philosophes. Et dans cette enquête, j'ai découvert comment la mère de Kant est morte, quand il avait 11 ans. Alors, je pose une petite question comme ça. Vous, certains ici sont... Vous êtes peut-être tous en terminale d'ailleurs, oui, mais peut-être certains ont entendu beaucoup parler de Kant, plus que d'autres, en fonction de leur prof ou de leur section. Est-ce qu'il y en a un seul qui sait comment la mère de Kant est morte? Ah oui, vous avez lu le livre, mais avant. Bah, réponse, en général, personne. D'ailleurs, même moi qui avais fait 15 ans de philo, je n'avais jamais entendu parler de la manière dont la mère de Kant est morte. Or,
quand on s'aperçoit de la manière dont la mère de Kant est morte, que je vais résumer pour ceux qui n'ont pas lu le livre, et qu'on s'aperçoit de ce que c'est que la philosophie de Kant, eh bien, le rapport saute aux yeux. C'est quoi la philosophie de Kant? C'est de dire, en gros, tu dois faire le bien. C'est de dire, tu dois considérer autrui comme une fin et pas comme un moyen. C'est de porter la valeur de l'exemplarité. De dire que quelqu'un d'exemplaire, c'est pas simplement quelqu'un qui donne le bon exemple à copier, c'est quelqu'un qui donne un exemple dont on peut s'inspirer. Eh bien, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que quand il avait 11 ans, la mère de Kant, sa mère, qui était une femme dévouée à l'éducation de ses 5 enfants, très aimante, qui se sacrifiait pour le bien des autres, eh bien, attention, concentrez-vous, le concept phare chez Kant, c'est de l'exemplarité. Cette mère, sa mère, elle avait une amie, sa meilleure amie, qui vivait une histoire d'amour passionné avec un homme. Mais, puisque c'était une femme, un milieu très conservateur, protestant, elle ne voulait pas avoir de relation intime avec cet homme, du moins pas tout de suite. Alors, l'homme se lasse, il en a marre d'attendre, et il s'en va. Et il part avec une petite jeune, et il l'épouse, et il est heureux avec elle. Alors, l'amie de la mère de Kant se laisse mourir de chagrin, de désespoir amoureux. Elle ne mange plus, elle ne boit plus, elle s'épuise. Alors la mère de Kant, par rapport à son ami, fait un truc, elle appelle le médecin de la famille des Kant. Elle lui demande de venir faire quelque chose pour son ami. Le médecin arrive, chez son ami, il y a aussi la mère de Kant et le petit Kant. Vous allez voir que c'est pas du tout drôle. Et le médecin, il essaye de raisonner l'ami de la mère de Kant. Et puis, à un moment, il dit, écoutez, madame, il ne faut pas mourir, il faut prendre, je vous donner des petits médicaments pour vous rebooster, quoi. Alors, elle dit, non, de toute façon, je suis trop faible, je ne les supporterai pas, je ne veux pas les prendre, je ne veux pas, et tout. Et la mère de Kant s'est un peu, elle dit, mais écoute, il n'y a pas de problème, prends, c'est rien, c'est que des vitamines, etc. Elle dit, non, j'ai peur de les prendre. Alors, la mère de Kant dit, je vais te montrer que c'est pas dangereux. Elle les prend, et elle meurt. C'est une histoire vraie. Kant avait 11 ans. Mais bien sûr, tous les philosophes français idéalistes aujourd'hui, je ne suis pas de nom, mais on en parlait tout à l'heure, certains dont on parlait, disent quoi? Vous osez mettre en relation l'œuvre d'un génie avec l'anecdote minuscule de la mort de sa mère? Bah oui, j'ose, c'est l'idée du livre. C'est que, évidemment, c'est comme si toute son œuvre, il avait voulu donner raison à sa mère dans ce geste fou par lequel elle a voulu donner l'exemple. Et puis surtout, vous savez que toute l'œuvre de Kant, c'est la condamnation des passions. Or, sa mère est morte de la passion, de sa passion amicale, mais surtout, elle est morte de la passion d'une autre. Donc, évidemment, qu'il y a une généalogie des grandes pensées dans une histoire, dans une enfance. C'est exactement ce que dit la psychanalyse. Et c'est pourquoi le livre milite dans cette direction. Maintenant, attention, mon propos n'est pas du tout de réduire le génie à l'anecdote de l'enfance. Parce qu'il y a plein de gens qui ont perdu leur mère quand ils avaient 11 ans, dans des circonstances aussi folles, et qui ne sont pas devenus Kant. Moi, ce que j'ai essayé de creuser, c'est comment le génie kantien, enfin Kant, Platon, Sartre, c'est encore plus fou, dans son enfance, elle est délirante. Comment ces génies, avec leur petite enfance, ils font une œuvre géniale. Je ne dis pas que l'œuvre s'y réduit, je dis juste que l'œuvre, elle en vient, au sens premier. Voilà, et bien c'est exactement comme nous tous. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, ça vient de notre enfance. On est les enfants de notre enfance, avec tout ce qu'il y a eu comme déchirure, comme fardeau, comme incompréhension, comme divorce, comme deuil, éventuellement. C'est évident, on est les enfants de ça. Ça ne veut pas dire qu'on est déterminé par ça, ni qu'on ne pourra pas faire autre chose que ce que cela nous propose de faire. Simplement, ça vient de là. Eh bien, ce n'est donc pas une réduction, c'est plutôt pour montrer la magie d'une métamorphose. Voilà, il y a plein de gens qui n'aurait pas fait ce qu'a fait Kant avec son enfance, avec cette enfance-là. Lui, il l'a fait. Simplement, ne faisons pas comme si ça n'avait pas eu lieu. Je vous raconterai plus tard comment, pareillement, chez Sartre, il y a des éléments incroyables dans son enfance qui semblent quasiment, pour le coup, presque sceller son destin. Là même, vous savez que Sartre a milité pour le contraire.
pour dire qu'on était complètement libre, qu'on n'était surtout pas déterminé par son enfance, par son passé, par ses parents, qu'on pouvait s'inventer, ça le projet sartrien. Alors moi, ce que je montre dans les philosophes sur le divan, c'est que, non, il sait pas. Il dit d'autant plus qu'il s'est inventé qu'en fait, il a été, pour le coup, quasiment déterminé par la mort de son père quand il avait 1 an. Et d'ailleurs, si c'était pas le cas, eh bien, pourquoi il écrirait pendant tous ses livres de philosophie comme de littérature qu'il n'a pas été déterminé par la mort de son père? Rien que ça, c'est évident. Si vous avez lu les mots, si vous avez lu toutes ces pages où Sartre dit « Merci papa d'être mort quand j'avais 1 an, tu m'as donné la liberté, tu m'as donné ma mère pour moi tout seul, comme ça j'ai pas eu à me positionner contre toi, j'avais le choix, alors que si tu avais été là, j'aurais été ton fils. Si tu avais été là, j'aurais été ton suiveur ou ton opposé, donc j'aurais pas été libre. Mais comme tu n'étais pas là, eh ben j'étais libre. » Vous voyez bien que cette parole, il suffit d'avoir lu Freud 10 pages, d'avoir fait 1 mois d'analyse pour comprendre que celui qui dit ça, eh ben il se bat avec l'idée que justement il est déterminé par la mort de son père. Autrement, il ne raconterait pas sur 300 pages qu'il n'est pas déterminé. C'est ce qu'on appelle en psychanalyse la dénégation. D'ailleurs, réfléchissez un peu, hein. Dès que vous dites à quelqu'un non, je ne suis pas comme ça, c'est que vous êtes comme ça. Dès que vous dites, je voulais te dire en fait, ne crois pas que je suis comme ça, c'est que vous êtes comme ça. Faites attention maintenant à ce que vous dites. Donc je suis parti un petit peu loin de la question, mais je crois que vous commencez à comprendre un peu l'esprit du livre. C'est quand même de confronter la philosophie à la vie dans sa complexité. Oui, monsieur. Dans le livre, Sartre, seul les 3 philosophes n'ont pas réellement évolué à la fin. Oui. Est-ce que c'est Sartre, le seul philosophe n'a pas réellement évolué à la fin du livre? Est-ce que c'est parce que c'est plus contemporain et que les voix du temps n'ont pas été en recommence avec Sartre est le seul des 3 philosophes à n'avoir pas réellement évolué à la fin des philosophes sur le divan. Ouais. Donc, est-ce que c'est parce que c'est le plus contemporain des 3 et que le temps n'a pas assez prouvé la teneur de sa pensée, ou est-ce que c'est dû à un caractère plus rigide? Alors, Sartre, selon moi, il est à la limite de la philosophie. C'est-à-dire que il est vraiment dans ce cas d'un génie, de la proximité, génie-folie. D'accord? Il y a plein de philosophes qui sont tombés du côté de la folie, hein, vraiment. Vous avez Wittgenstein, par exemple, il a des accès maniaques, il est vraiment psychotique. Althusser, il a étranglé sa femme, il l'a tuée. Schopenhauer, il était bien atteint aussi. Schopenhauer, il arrivait au restaurant, tout le temps, toute sa vie, et il prenait une table pour 2, et il commandait 2 plats. Pour être sûr qu'aucun humain n'ait la déplaisante idée de venir lui parler, tellement il ne supportait pas les humains. Donc il commandait toujours un 2e plat pour qu'on croie qu'il y a quelqu'un. Bon, ça. Donc, je pense que ça, si vous voyez sa façon de travailler, sa relation aux femmes, il est à la limite. Simplement, lui, il n'est jamais tombé du mauvais côté. Donc, pourquoi, dans le livre, il n'a pas de perspective de guérison contrairement aux autres? Première possibilité. Il n'y a pas une perspective de guérison à la fin. Voilà, on ne sait pas. À la fin, on ne sait pas. Freud m'a convaincu, et Freud m'a appelé de Oui, alors vous avez raison. À la fin du livre, il y a clairement un progrès chez Kant. Kant, il comprend finalement qu'à trop de devoirs, on n'en peut plus, et qu'il faut un peu moins de devoirs pour pouvoir. Platon, il comprend qu'en fait, il a fait parler Socrate à sa place. Vous savez que Platon fait parler Socrate, donc on ne sait pas ce que lui pense, et Platon comprend à la fin du livre, il va falloir maintenant qu'il s'exprime enfin en son nom, après 2500 ans où il aurait été qu'un prête-nom, qu'il ose bien sûr enfin parler avec sa voix. Donc ça va mieux. Mais Sartre, il s'en sort pas. Pourquoi? Alors, première piste, comme vous le dites, parce que, en fait, il s'en sortira peut-être dans 1000 ans. Il y a le temps, vu qu'il est éternel. On verra. Mais la deuxième piste, c'est que toute sa pensée, c'est de militer pour montrer que Freud a tort. Donc du coup, il résiste à la psychanalyse encore plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'il a tout construit contre la psychanalyse. Alors ça, il faut vous expliquer un peu pourquoi. Vous savez que la grande thèse de Sartre, c'est que l'inconscient n'existe pas.
il a essayé de montrer, ça, que ce que Freud appelle l'inconscient, cette zone de nous-mêmes refoulée, profondément refoulée, qui est profondément nous, mais qui est profondément insu de nous, qu'en fait, elle n'existe pas. Parce que, au moment où il y a, selon Freud, hein, c'est Sartre qui parle, selon Freud, hein, qu'est-ce qui fait que j'ai un inconscient? C'est qu'il y a un tri entre mes pulsions autorisées par la société, compétition, amour, etc., et mes pulsions asociales refoulées. Et donc, si j'ai un inconscient, c'est le résultat de tout ce que j'ai refoulé, parce que je n'ai pas eu le droit de l'exprimer. Et Sartre dit que si Freud a raison, bah ça veut bien dire qu'au moment du tri entre les pulsions refoulées, interdites, et les pulsions autorisées, la conscience, elle a bien fait le tri, puisque autrement, il n'y aurait pas eu de tri. Donc il explique que ce que Freud appelle l'inconscient, c'est pas un vrai inconscient profondément enfoui, c'est juste une conscience de mauvaise foi qui fait comme si elle n'avait pas vu ce qu'elle a bien dû voir pour le refouler. Autrement dit, pour ça, il n'y a pas vraiment d'inconscient, il y a juste des hommes qui ne veulent pas voir ce qu'ils sont. Et s'ils faisaient un petit effort d'attention, alors ils verraient toute la vérité. Et du coup, toute la thèse de Sartre est de combattre Freud, notamment de dire qu'on est libre, par exemple. Alors que Freud dit qu'on est essentiellement déterminé par son passé et par le passé de ses parents. Et donc, on ne sait pas trop s'il va en analyse avec Freud pour guérir, ou s'il va en analyse pour combattre Freud et lui montrer chez lui qu'il a tort. Du coup, c'était une façon de faire de l'histoire de la philosophie déguisée, de montrer ce grand duel du XXe siècle entre Freud et Sartre, et de le montrer dans le cabinet du psychanalyste, avec cette idée que finalement, à la fin, on ne sait pas s'il va s'en sortir. Parce que le problème de Sartre, si vous voulez, c'est que depuis qu'il a 1 an, il se ment à lui-même. Depuis qu'il a 1 an, depuis qu'il a 3 ans, il s'invente comme ça tout le temps, dans la suractivité, dans la boulimie de connaissances. Et ça lui a bien réussi, puisqu'il est quand même génial, il a fait des livres géniaux. Simplement, peut-être des livres géniaux, mais faux, mais géniaux quand même. C'est ça qui est incroyable avec Sartre, pour être clair. Pourquoi il n'arrive pas à guérir? Parce que l'illusion dans laquelle il nous entretient sur ce que c'est qu'une vie humaine, c'est une magnifique illusion. Elle aide à vivre. D'ailleurs, en tant que prof de terminale, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est génial d'enseigner Sartre. De croire que Sartre a raison, c'est génial. Sartre dit qu'on a le choix, qu'on peut toujours rectifier le tir, qu'on peut se réinventer, qu'on peut se réorienter, qu'on n'est pas déterminé parce qu'on est bourgeois ou ouvrier, qu'on n'est pas déterminé à être homosexuel ou hétérosexuel, qu'on n'est pas déterminé par sa laideur physique, qu'on n'est pas déterminé par le passé, que tout est à réinventer dans le projet. Il n'y a rien de mieux que ça pour vivre. Vous voyez, c'est génial comme idée. Et lui, il semble avoir appliqué ça à sa propre vie. Donc, comment voulez-vous qu'il aille mieux quand sa névrose est un superbe moteur d'existence? C'est ça le problème que j'ai voulu montrer avec ça. C'est qu'il a tort, parce qu'on est quelqu'un quelque part. C'est ça qu'il faut dire. Ce que Sartre dit, c'est moi, je ne suis pas un enfant de la bourgeoisie alsacienne. Moi, je ne suis pas déterminé par la mort de mon père quand j'avais 1 an. Moi, je ne suis pas déterminé par le fait que j'étais très très laid et à moitié borgne dès mes 2 ans. Moi, je suis libre avec cela, avec cette situation sociale, physique, familiale. J'ai inventé ma vie. Et vous voyez à quel point c'est excitant. Quand Sartre a écrit ça, il est devenu le Guillaume Musso des années 50, le Marc Lévy des années 50. Il faut comprendre que Sartre, c'était le numéro 1 des ventes à l'époque. Pas pour les intellos, pour tout le monde. Tout le monde avait envie de penser qu'il avait raison. Il n'y a rien de mieux que cette philosophie. De dire, voilà, vous êtes né au Havre, de parents ouvriers, mais c'est qu'une situation. Vous pouvez inventer votre vie autant que celui qui est né à Paris 16e ou 8e. Tout le monde avait envie d'entendre ça pendant les 30 Glorieuses. Tout le monde en rêvait de ça. Et bien le problème de ça, c'est que il va voir Freud, mais il va voir Freud, mais et c'est le cas, c'est ça le message de la psychanalyse, c'est que souvent, ce qui nous a permis d'avancer, eh bien c'est cela qu'il faut déconstruire. Et donc on a peur, en le déconstruisant, de continuer de perdre son moteur en fait. Et c'est exactement la définition de la névrose. Vous êtes jeune,
Donc très souvent, une névrose entre 15 et 35 ans, c'est un moteur. En gros, c'est un peu caricatural. Donc c'est très bien. Mais à 35 ans, ça marche plus. Et il faut essayer de s'interroger un peu sur son histoire. Et le problème qu'on va avoir, c'est qu'on va entendre dans l'analyse que en fait, ce qui a été un moteur et qui a bien marché, c'est quelque chose de problématique. Notamment une fuite, un déni, une façon de ne pas vouloir voir quelque chose. C'est ça que je voulais dire avec la psychanalyse de Sartre. C'est que c'est tellement génial ce qu'il propose que c'est très difficile pour lui d'entendre que c'est pathologique. Et du coup, la question est ouverte. Qu'est-ce qui est mieux? Parce que voilà, peut-être que c'est mieux que cette illusion, elle est bonne. Un beau sujet de philo, ça, il y a des bonnes illusions. Il y a des façons de se tromper qui marchent bien. Finalement, on n'est pas obligé de voir la vérité. On n'est pas obligé d'entendre la vérité. Simplement, le problème de Sartre, c'est que, tel que je le fais vivre dans mon livre, il s'est tellement réinventé. Il a tellement joué, parce que vous connaissez sa vie quand même. Il a été d'abord existentialiste, individualiste. Puis il a été stalinien d'extrême gauche, théoricien du groupe en fusion, donc le contraire. Il a été athée militant. Puis il a été mystique juif. Donc, il est complètement incohérent. Mais il le dit très bien. Il dit, mais attendez, c'est ma cohérence. Puisque j'arrête pas de dire qu'on peut toujours se réinventer. Vous n'allez pas me reprocher quand même de changer, puisque je n'existe pas, j'arrête pas de vous le dire. Je ne suis pas Jean-Paul Sartre. Puisque vous savez, pour lui, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'identité, il n'y a qu'un projet, toujours réinventé. Donc, il est cohérent, d'ailleurs, avec une grandeur sublime, il refuse le prix Nobel de littérature. En disant, vous plaisantez ou quoi? Je ne vais pas être Nobel, je ne suis même pas Jean-Paul Sartre. N'allez pas m'enfermer dans une essence de prix Nobel, alors que je ne veux déjà pas être enfermé dans mon essence de Jean-Paul. Donc il est cohérent, et c'est quelqu'un qui a du charme, c'est génial. Mais le problème, c'est que dans l'analyse que je lui fais vivre, il en a marre. Parce qu'il veut savoir qui il est. Lui aussi. Et c'est là que le livre s'arrête. Est-ce qu'il va un jour faire tomber les masques successifs qu'il a arborés pour arriver à ce qu'il est vraiment, à son véritable désir? Ou est-ce qu'il n'y arrivera jamais? Et s'il n'y arrive jamais, est-ce que c'est triste ou est-ce que c'est bien? Le livre s'arrête là-dessus. Et comme vous l'avez senti, Freud a un espoir, mais il n'en sait trop rien. Et il conclut sur cette idée que s'il continuait à vivre pour l'éternité, comme c'est un génie, il est éternel, souvenez-vous, un corps éternel, s'il continuait à vivre pour l'éternité, mais toujours de masque en masque, sans jamais être là où il est, en jouant toujours à se réinventer, alors pour Freud, c'est une vie de mort-vivant. Parce que être vivant comme ça, c'est pas une vie. Oui, monsieur, oui. Si vous pensez que c'est l'art philosophique qui a influencé l'esprit occidental, ou vous pensez que c'est l'inverse? Oui, très bonne question aussi. Est-ce que c'est l'art philosophique qui a influencé l'esprit occidental, ou est-ce que c'est l'inverse? C'est vraiment une bonne question. Franchement, c'est vrai. Dans le livre, moi je présente l'Occident comme étant plutôt un résultat de leur pensée. Ce en quoi j'ai une démarche assez humaniste et presque un peu grossière d'humanisme, qui vise à penser que des individus produisent des civilisations. Pour ceux qui sont plus sociologues, pour vous qui êtes en ES par exemple, vous savez que c'est peut-être sûrement l'inverse. Qu'en vérité, ces grands génies, ils ont quand même été produits par des circonstances historiques, sociales, économiques. Et donc je dirais qu'à mon avis, les deux sont vrais, mais qu'il y a une sorte de cercle, de circularité, quoi. C'est qu'à la fois, ils ne pouvaient pas émerger ailleurs qu'en Occident, et en même temps, ils alimentent l'Occident dans ce qu'il est déjà. Voilà. Oui? J'ai deux questions. D'abord la première. Voilà, donc la première, c'est pour dire sur ce que disait Alexandre. Je me demandais si Sartre n'avait pas évolué, puisque l'on sent sous votre plume, au fil de votre ouvrage, votre philosophie. Peut-être, elle n'est pas claire, mais on ressent qu'il y a quelque chose de Charles Pépin. Et d'ailleurs, au début, quand on lit un peu plus, moi je l'ai lu assez vite, le bouquin. Voilà, j'ai commencé hier, j'ai fini ce matin. Vous avez aimé ou pas? Ouais, c'était vraiment le style, j'ai trouvé ça. Vous avez dormi? Un petit peu quand même? Un petit peu, c'est ça. Non, mais c'est vraiment bien. En plus,
on sentait toute la recherche, les petites anecdotes qui sont dites par Platon, mais on sait qu'elles sont dites par d'autres, comme tout à l'heure Wittenberg. Platon disait que peut-être la philosophie se résumait aux notes en dessous de son apologie, ou des trucs comme ça, c'était vraiment assez bien. Et je me demandais si Sartre n'avait pas évolué parce que justement, c'était le philosophe le plus proche de votre philosophie, et si Kant n'était pas celui qui avait le plus évolué, car c'était le philosophe le moins proche, et que pour dire vos idées, en tout cas pour épancher et vous faire plaisir, parce qu'on se fait plaisir en écrivant toujours, est-ce que vous n'aviez pas dû justement moduler plus les idées de Kant, et ça, vous avez pu lui laisser une plus grande liberté, et justement pour peut-être aussi des questions... Je vais répondre quelque chose de très banal, c'est que ça s'est imposé à moi, vraiment. Je vais être encore plus clair que tout à l'heure. En fait, au début, je voulais faire un coup de marketing, bidon. Je voulais dire, voilà, 12 philosophes à travers 12 séances. C'était une idée de pub, si vous voulez voir. C'était même une idée de l'éditeur, à vrai dire. C'est même pas mon idée. Et je me suis dit, pourquoi pas? Moi, de toute façon, je suis un peu comme ça. Je le fais. Après, je vois. En le faisant, je suis tombé dans un truc hyper intéressant où j'ai essayé de faire vivre des pensées par rapport à une démarche de psychanalyse. Et du coup, ça m'a complètement échappé. C'est-à-dire que le Kant, je l'avais pas vu venir, quoi. Et je me suis ensuite rendu compte, évidemment, je crois que c'est votre question indirecte, que, évidemment, je parlais de moi. C'est carrément un roman. C'est carrément un journal intime, même. Hein. C'est carrément de l'autofiction, en vérité. C'est que les symptômes de Kant, c'est les miens. Les symptômes de Sartre, c'est les miens. Les symptômes de Platon, c'est les miens. C'est un peu les vôtres, peut-être. Mais c'est les miens. Évidemment, je parle de moi. Et du coup, je me suis pas, finalement, plus senti proche, en vrai, de l'un que de l'autre, ou plus rapproché de l'un que de l'autre. Je me suis rapproché de moi-même à travers les trois, au fur et à mesure du livre. Ce qui est d'ailleurs marrant, c'est que vos questions sont très pertinentes. La plupart des gens n'ont rien compris à ce livre. Très, très rare. C'est un livre qui a d'ailleurs assez mal marché, en fait, en France, qui n'a pas eu beaucoup de lecteurs, mais qui a eu beaucoup de succès à l'étranger. Et franchement, très peu de gens, je crois qu'en France, j'ai rencontré 2-3 personnes qui ont compris le livre. Hein. La plupart n'ont pas compris ce qui, pour vous, semble évident. C'est que, bien sûr, c'est une démarche quasiment littéraire et analytique d'un individu humain qui parle de lui à travers Kant, Platon et Sartre, et qui même, pour le dire clairement, en fait, projette ses symptômes personnels sur ces grands philosophes pour avancer masqués. Mais par ailleurs, c'est ce que font souvent les philosophes. C'est ça que je voulais dire. C'est évidemment ce que font souvent les philosophes. Qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi croyez-vous qu'un philosophe va pendant 40 ans travailler un sujet? C'est pas parce qu'il l'a choisi parce que ça l'intéresse, hein. C'est pas parce qu'il a tiré à pile ou face. C'est pas parce que c'est ce qui manque dans l'histoire de la philo. C'est parce que c'est son problème, au sens propre. Quand vous avez Pascal qui dit oui, l'homme est perdu entre les deux infinis, le vertige, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et vous connaissez la vie de Pascal? Il avait tellement le vertige que quand il dormait à 20 cm du sol, il mettait 3 coussins, il avait peur de tomber. Donc le vertige, c'est son problème. Quand vous avez Sartre qui parle du regard des autres de manière obsessionnelle, avec une construction philosophique incroyable, très savante, hein, avec la phénoménologie, avec Husserl, c'est très compliqué à lire. Mais en vérité, vous avez perçu qu'il est obsédé par le regard des autres. Dans toutes ses œuvres, il y a des yeux partout. Dans les séquestrés d'Aldona, il y a un jury de crabes avec des petits yeux. Dans toute sa biographie de Charles Baudelaire, il montre que c'est le regard du père sur Baudelaire qui a déterminé l'œuvre. Dans tout son travail sur Flaubert, il montre que c'est le regard du père de Flaubert. Dans Huis clos, il n'y a pas de miroir, donc c'est le regard des autres. Et la vérité, c'est quoi? C'est que c'est un petit enfant, personne ne voulait jouer avec lui tellement il était laid, et le regard, mais c'est la vérité, il était au jardin de Luxembourg, il le raconte dans les mots, d'ailleurs c'est très émouvant, et la vérité, c'est qu'il a senti le regard des autres sur son petit corps d'enfant de manière incroyablement destinale, ça l'a traumatisé, et il est déterminé par ce traumatisme, et il a construit toute sa philosophie pour justifier son petit traumatisme personnel. Et ils font tout ça, les philosophes. Et c'est évidemment ce que j'ai fait à la petite échelle dans le livre. Mais allons plus loin. Regardez Platon, quand on connaît sa vie, ça n'a rien à voir avec l'idéalisme platonicien classique. Platon, c'est un poète qui a écrit des dialogues pour rivaliser avec les poètes de son temps, qui a été un gros loser, qui a eu des énormes désillusions, personne ne s'intéressait à ces dialogues, alors tout le monde adorait le théâtre antique de l'époque, et lui, il s'est exilé en allant vendre ses dialogues à l'étranger, chez des tyrans comme Denis de Syracuse. Il a même écrit des dialogues en respectant le nombre de jours de festivals qui avaient lieu à l'étranger, tellement il cherchait un public. Enfin bref, on voit qu'il avait un gros problème
entre l'idéalisme et le réel, et que c'est ce qui en a fait sa philosophie. Donc voilà, la thèse du livre, c'est qu'on philosophe toujours à partir de son problème. C'est une thèse anti-idéaliste, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'on est bon, parce qu'on parle de quelque chose qui nous intéresse. On parle à partir de sa vie, vous voyez. Finalement, au sens propre, un philosophe parle toujours de sa vie, à savoir à partir de sa vie, et de sa vie en tant que qu'elle pourrait intéresser les autres. Alors bien sûr, par rapport à cette thèse, vous avez des voix qui s'élèvent et qui n'écrivent pas du tout. Vous avez par exemple Bergson qui dit qu'il ne faudrait jamais s'intéresser à la vie d'un philosophe, ça n'éclaire jamais rien de sa pensée. Marrant, vous avez beaucoup de gens qui disent ça. Alors c'est vrai que dès que vous vous intéressez à la vie d'un philosophe, vous apercevez que ça éclaire énormément sa pensée. Regardez par exemple Kierkegaard. Vous l'avez peut-être un peu étudié en philo. Kierkegaard, c'est un philosophe danois. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, s'il y a un ciné-club. Il faut voir Hors dette, un film de Dreyer, qui en fait, c'est l'histoire de Jésus, mais c'est surtout l'histoire de Kierkegaard, c'est surtout l'histoire de deux façons de vivre la relation à Dieu. Et quand on voit ce que dit Kierkegaard, il dit un truc incroyable, il dit que le vrai pari de la foi est fou. C'est quand on dépasse le stade moral pour aller dans le stade religieux. Et donc, il se réfère au geste d'Abraham. Vous savez, Abraham, Dieu lui demande de sacrifier son fils. C'est vraiment... Comment comprendre ça? Sacrifier son fils. C'est lamentable, c'est non moral. Et Dieu le demande. Il demande quelque chose de fou, d'insensé. Et quand Abraham va le faire, obéissant à Dieu aveuglement, Dieu arrête son bras. Tac. Et c'est là la vraie foi. Parce qu'il était prêt à faire l'absurde, à faire l'insensé. D'accord? Au nom de Dieu. C'est ce que Kierkegaard appelle le passage du stade éthique au stade religieux. D'accord? Quand on connaît sa vie, et on voit cette pensée délirante, en fait, on voit qu'il a développé cette pensée 2 ans après avoir perdu, dans les mêmes 2 ans, sa mère et ses 5 frères et sœurs. Mais non, il n'y a pas de rapport, dit Bergson. Non, nous n'allons pas chercher le rapport. Et on s'aperçoit qu'il était amoureux de sa fiancée, Régine Olsen, et il l'a quittée du jour au lendemain. Elle a été désespérée toute sa vie, et lui aussi, sans raison. Et on s'aperçoit qu'il a voulu refaire comme Abraham, faire quelque chose de fou, sans raison, sauf que Dieu n'a pas arrêté son geste alors qu'il a arrêté celui d'Abraham. Donc on s'aperçoit que, si vous voulez, que la vie, elle explique pas tout, mais elle donne un éclairage incroyable sur la philosophie. Et moi, ce que j'aime de la philosophie, c'est le rapport avec la vie au sens premier, soit qu'elle aide à vivre, soit qu'elle intensifie la vie, soit, bien sûr, qu'elle vienne de la vie au sens propre. Oui. Ma deuxième question maintenant, c'est un peu moins peut-être, ça va peut-être vous ennuyer un petit peu plus, puisque là on parle de la vie, et là ça va être tout contraire à l'inverse. C'est une question assez poussée, c'est par rapport à l'humanisme actuel. Oui. Voilà, donc par exemple, je me demande si l'art qui est sacré actuellement, ce n'est pas dû notamment à l'humanisme et tout ça. Et notamment il y a Foucault qui dit que l'humanisme, enfin l'homme, étrangement l'homme, n'est peut-être qu'un pli dans notre connaissance, et Dieu merci, il sera peut-être amené à disparaître. Ouais, la mort de chez Foucault. Voilà, exactement. Et qu'on retrouve d'ailleurs, peut-être, on peut retrouver d'autres similitudes. On peut penser que c'était peut-être l'état algébrique chez Bachelard, c'était l'humanisme, et ensuite l'état algébrique, ce sera la philosophie future. Ouais. Et du coup, il y a plein de questions qui me viennent comme ça, et je ne sais pas trop comment y répondre. Et je me demandais quelle était votre... sur l'humanisme. Voilà, quelle était votre idée par rapport à ça? Alors, sur notamment l'idée de nature de l'homme, sur l'homme en général. Alors, vous posez plein de questions en même temps, mais ce qui est sûr, c'est que la meilleure façon d'y répondre, c'est de comprendre que ce qui change tout, c'est la technique. C'est-à-dire que on pourrait réfléchir des heures sur le rôle de l'humain, l'humanisme aujourd'hui, le rapport à Dieu, mais tout ça, c'est vraiment du baratin. On est à une période complètement incroyable où la technique change complètement la donne de l'humanité. On est des post-humains déjà, on est des cyborgs déjà. C'est-à-dire qu'on a déjà des parties du corps artificielles et on fait déjà des bébés médicaments.
on fait des fécondations in vitro, on sélectionne des embryons pour les réimplanter dans le corps de la femme, on congèle les embryons, on fait du clonage thérapeutique déjà, on va faire du clonage reproductif d'après les comités dans 15 ans. De toute façon, ça aura lieu. Oui, ça aura lieu. Vos enfants, quand ils se diront bonjour, ils diront, ah, toi t'es clone ou t'es né de 2 parents? Ce sera une question normale, parce que finalement, ça ne se verra pas la différence. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on y va. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que dans la vie, dans l'histoire de l'humanité, ça n'est jamais arrivé une seule fois que quelque chose qui soit techniquement possible ait été arrêté par une décision humaine. Ça n'est pas possible, pour une raison très simple, c'est que la technique, à chaque étape de son progrès, appelle le progrès d'après. Vous allez me dire que c'est les hommes, mais non, c'est pas les hommes. Einstein avait compris, il a vu ce qui allait se passer avec ce qu'il a découvert, et il s'est dit, non, mais je vais tout détruire. Il a réfléchi 2 secondes, il savait bien faire ça, il a compris que s'il détruisait tout, 15 ans après, ce serait un autre, et que c'est inarrêtable. Donc, ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce qui reste de la perspective humaniste dans un monde où la technique nous dicte tout? Mais déjà, elle nous dicte tout. Regardez, vous avez tous des téléphones portables, évidemment. Ça, c'est même pas la question. Il y en a un qui n'en a pas. Mais est-ce que vous vous rendez compte que l'idée de l'humanisme, qui avait bien sûr toutes les perspectives humanistes depuis le début, avait compris que la question technique était la première question. Et tout ce que disaient les humanistes, c'était oui, mais on reste des humains quand on pose la question du sens véhiculé par la technique. Par exemple, on invente la voiture, on pose la question du sens. On accompagne l'invention technique de délibération éthique. La voiture, pour rapprocher ceux qui s'aiment, pour rapprocher les familles éloignées, mais aussi pour tuer plus et plus vite, etc. Et donc on y pense. Mais maintenant c'est fini, on ne pense plus à rien. C'est-à-dire que quand vous avez Google avec le savoir infini en accès illimité, on trouve tout. Quand on écrit des livres de philo, c'est incroyable. Il n'y a plus besoin de lire. On trouve, il suffit de se souvenir un peu de 2 phrases et de mettre des guillemets et le nom de l'auteur, on retrouve la phrase. Tout le temps. On retrouve tout. Mais on ne se pose pas la question de savoir si c'est mieux. C'est-à-dire que, est-ce que c'est mieux pour le savoir de l'avoir tout de suite à la demande ou de l'avoir après une recherche lente? La question mérite d'être posée, mais on ne la pose pas. Et le fait qu'on utilise Google, c'est qu'on a répondu à cette question sans l'avoir posée. C'est donc que Google diffuse la valeur de la technique dans nos esprits sans qu'on en décide. Alors qu'on pensait qu'on utilisait le monde qu'on utilisait la technique pour changer le monde selon nos valeurs. Et pas du tout. C'est la technique qui nous utilise pour diffuser ses propres valeurs. Autre exemple, le téléphone portable. Ben voilà, vous allez être amoureux, vous êtes peut-être déjà dans une relation amoureuse. En fait, c'est le jour et la nuit. Avant le téléphone portable, eh bien, l'autre n'est pas joignable. On ne sait pas où il est. On ne peut pas lui raconter tout en temps réel. Et quand on le retrouve, il y a du mystère. On ne sait pas où il était. Et on a des choses à lui raconter. Avec le téléphone, on raconte en temps réel. On prend des photos en temps réel de là où on est. On partage tout en temps réel. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas d'injoignabilité. Il n'y a pas de choses à raconter. Tout est différent. Ce que je veux dire, c'est pas que c'est mieux ou moins bien. C'est juste qu'on ne s'est même pas posé la question le jour du premier achat du téléphone portable. Donc on a accordé le primat à l'immédiateté sur la médiation, à la rapidité sur la lenteur. Dans la guerre des valeurs, la technique a répondu à notre place. Qu'est-ce qui reste de l'humanisme maintenant? Rien. Rien. Et regardez aujourd'hui, Comité national d'éthique, philosophes, psychanalystes, médecins, neurologues, sociologues, économistes, tout le monde est là. Bon alors on fait quoi des clones? Tout le monde sait bien qu'il y en aura, dans longtemps en fait, peut-être 25 ans. Et la question, c'est juste, bon alors, et le statut juridique c'est comme aujourd'hui les embryons congelés. On ne sait pas quoi en faire. Tout le monde se dit, alors, c'est que la vie ça commence quand? On ne sait pas. Les critères moraux ne marchent plus. Le critère kantien, c'était de respecter la vie comme une fin et pas comme un moyen. Et dans ce cas-là, je ne sais pas te donner des médicaments. Dans ce cas-là. Et puis dans ce cas-là, laquelle vie je respecte? Celle de la mère et du père qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui font une fécondation in vitro, ou celle de l'embryon congelé qui reste au frigo 10 ans avant d'aller à la poubelle? Laquelle vie je respecte? Impossible de répondre. Les critères moraux ne marchent plus. Donc, on s'accroche à l'éthique. L'éthique, c'est quoi? C'est pas la morale. La morale, c'est je cherche le bien universel tout seul. L'éthique, c'est ensemble, on cherche des normes correctes pour faire au mieux. C'est-à-dire qu'on vise plus le bien, mais à faire au mieux. Il n'y a plus de bien et de mal, mais on cherche le moindre mal. Et collectivement,
dans la délibération toujours renouvelée, dans la création juridique renouvelée. Très bien, mais concrètement, ça veut dire quoi? Qu'on se contente d'accompagner le progrès technique au mieux, un peu comme des chiens qui courront après pour faire un peu de la loi rétroactivement. Et ben voilà, qu'est-ce qui reste de l'humanisme? Écoutez, rien. En fait, soit c'est l'heure du post-humain, comme le disent beaucoup de philosophes, hein. On n'est plus des humains. Parce que des humains, ça voulait dire des gens qui décident des valeurs, qui décident de vivre dans un monde qu'ils ont choisi, qui décident de donner le primat à certaines valeurs sur d'autres. Il n'y a plus rien de tout ça. Ou ça, c'est la perspective négative. Ou alors, on se dit non, on reste des humains parce qu'on ne lâchera jamais l'affaire eu égard à cet effort d'essayer de penser le monde qui change et de faire au mieux dans ce changement. Mais y arrivera-t-on, je sais. On fait la bonne question. Du coup, ça me met toujours à la question un peu, mais on prolonge. C'est la question, du coup, dans cet humanisme où l'homme disparaît un petit peu, où on pourrait dire que l'espace se pondère, on peut penser que, comme la technique est autonome, on n'a pas à la raisonner ou pas. Mais au contraire, je me demandais s'il n'y avait pas à y avoir l'apparition de grandes mystiques, un petit peu, qui donneront du sens à ce qui n'en a plus. Et si cette dépossession de l'homme, on ne risquait pas d'avoir un petit peu de basculer vers les totalitarismes et la fin de la démocratie. Et d'ailleurs, on peut se demander si ça n'a déjà pas commencé avec le Manufacturing Consent de Chomsky, par exemple, ou d'autres gens. Et du coup, d'ailleurs, on peut penser que la démocratie va finir par s'incarner, puisqu'elle dépasse. C'est d'ailleurs le dernier ouvrage de Paul Veyne sur la fin de la démocratie chez les Romains, qui est ensuite en fait l'Empire, mais que la démocratie incarnée. Et je me demandais du coup, qu'est-ce qu'on peut penser, parce que là on voit plein de trucs flous, et il ne faut pas non plus, comme la lampe débrouille, enfin il ne faut pas s'éblouir et commencer à faire de la prophétie de n'importe quoi, il faut penser le monde, et comment peut-on vraiment penser ce monde où il y aurait une sorte de... Alors par rapport à la fin de la démocratie et au triomphe totalitaire, attention, l'âge de l'éthique, ça pourrait être vraiment l'occasion de revivifier la démocratie. Parce que justement, il n'y a plus des valeurs qui s'imposent du ciel, comme le bien et le mal, et il nous appartient à nous, démocratiquement, dans la délibération, de redécider du mieux tout le temps. Donc la démocratie pourrait être revitalisée par cette menace sur l'humanisme. Ensuite, autre question sur l'action mystique. C'est vrai que le mystique, ça vient de moustikos, le mystère. Et c'est vrai que vous avez tout à fait raison. Dans cet âge de la technique, il y a un boulevard pour la mystique. C'est-à-dire, on ne pourra jamais tout expliquer, malgré tout. Même si la technique avance à grands pas, même si on vit 120 ans, même si on soigne de plus de maladies, même si on a des robots chez nous, eh bien vous voyez, quand on marche dans la nature et qu'il y a des couleurs incroyables dans un ciel qui nous fascine, en fait, ce sera encore plus mystérieux. Et donc il y a un boulevard pour la mystique géniale qui s'ouvre. Alors, simplement, c'est une mystique trouble. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce que ça veut dire être humain, mais on est capable de s'émouvoir devant la beauté mystérieuse du monde. Et peut-être cela d'autant plus que la technique progresse. Donc oui, tout n'est pas perdu, simplement, voilà, c'est compliqué, c'est-à-dire que c'est une mystique esthétique d'un homme qui ne sait plus trop ce qu'il est, qui ne peut plus trop compter sur la référence à des valeurs indubitables, mais qui garde, un effort éthique pour en faire au mieux, et deux, effectivement, la question du sens reste posée, et le mystère demeure. Finalement, une façon de répondre un peu optimiste, ce serait de se dire que tant qu'il reste du mystère qui nous trouble, on reste des humains. Et d'ailleurs, dès qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on entend ? Eh ben, c'est que peut-être on n'est plus, s'il n'y a plus de mystère qui nous trouble. Donc quand on a une vie comme ça, assistée d'ordinateur, sans étonnement, où tout est réglé, regardez ce qu'on est en train de vivre quand même, concrètement. On est en train de vivre l'assaut contre ça. Vous avez vu ce qui se passe maintenant quand vous téléphonez par exemple et on vous dit oui, votre attente durera moins de 15 secondes. Vous avez vu ça? Ou alors vous tirez de l'argent à la banque et on vous demande si vous voulez 2 billets de 50 ou 4 billets de 20 et 2 billets de 10 ou 3 billets de 30. En fait, il y a une passion du processus partout. Vous voyez ce que je veux dire?
vous appelez SFR, vous appelez le 118-218, et vous avez des humains qui parlent comme des robots, qui répètent des phrases toutes faites, qui répètent « oui, je traite votre demande, veuillez patienter ». Vous voyez, comme si les hommes acceptaient d'être des machines, au fond. Comme si on voulait dévorer tout l'espace pour l'inconnu, pour l'improvisation, pour la surprise. Moi, quand je téléphone, franchement, ok, qu'une machine me dise « votre attente excédera 10 minutes », je comprends. Ça serait très long, je veux bien être prévenu. Mais maintenant que les machines disent qu'on n'a même pas la surprise de savoir si on va maintenant avoir un interlocuteur ou dans 10 secondes, c'est la fin du monde, vous voyez. Quand on tire de l'argent, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre sa carte et prendre 100 €. Il faut répondre à la question en combien de billets on veut. Et après, c'est pas tout. C'est est-ce qu'on veut un relevé. Après, on a dit non, on veut juste se barrer avec l'argent. Est-ce qu'on est bien d'accord qu'on a dit non? Et tout est comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre normalement dans la spontanéité avec de l'inconnu, avec donc une vision mystique du monde. Et vous voyez, tous ces gens-là veulent nous faire croire qu'il n'y a plus de mystère. Qu'on tire de l'argent, on téléphone, c'est la touche étoile, quoi. Vous voyez, c'est appuyer sur la touche étoile. Est-ce que vous êtes dans le cas 1, tapez 2, dans le cas 2, tapez 3, et ça ne s'arrête jamais. Il y a un moment où il faut quand même questionner ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est à mon avis une haine de l'humain. Sous couvert de gérer et d'organiser, c'est une haine de l'humain. Car l'humain qui devient une machine, c'est la haine de l'humain, vous voyez. L'humain, c'est pas ça. Alors ensuite, c'est horrible, parce que la personne qui est au bout du fil, si vous appelez 118-218, c'est des gens qui sont en Afrique du Nord, qui sont sous-exploités, c'est la misère, quoi. Et pourtant, on veut les insulter. Mais les insulter, c'est pour les rendre à leur humanité. De lui demander d'avoir une voix humaine, de répondre quelque chose d'autre que la phrase pour laquelle elle est payée. Mais non, on ne peut même pas insulter cette personne parce que c'est la victime. Mais du coup, on n'a même plus d'humain au téléphone, vous comprenez? L'insulte, ce serait le dernier lien humain. Mais l'insulte ne sert à rien, ce serait méchant. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On abdique et on accepte et on devient soi-même une machine. On parle à une machine humaine comme une machine humaine. Et on l'accepte si facilement. Et pourquoi on l'accepte? Une lecture intéressante, c'est de dire qu'on l'accepte parce qu'on ne s'aime pas en tant qu'humain. Parce qu'on en a marre de cet être humain qui doute, qui avec de l'imprévu, avec du mystère, et que quelque part, eh bien, on est bien content de devenir des machines, vous voyez? Et bien, si vous êtes attaché à votre humanité, arrêtez d'accepter tous ces processus, toute cette rationalisation, insultez ces machines humaines pour les faire redevenir humaines, et vous servirez la cause de l'humanisme. Des compliments, oui, c'est vrai. Des compliments, mais encore faut-il qu'ils soient mérités. Si c'est bravo, vous avez été une machine. Alors on s'est un peu égaré, d'autres questions? Oui? Pour revenir sur le livre. Oui. Avant, vous revenez sur le livre. Comprenez qu'on ne l'avait pas quitté. Pourquoi? Parce que dans le livre, justement, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer que les grands génies, en fait, sont des êtres de chair et de doute et d'angoisse et d'étonnement devant le mystère inexpliqué du monde, justement. Et c'est tout ça dont on a parlé. Sur Platon et Kant, est-ce que vous pensez que s'ils étaient vivants de notre temps, leur philosophie serait différente par rapport à l'influence de notre société actuelle? Très bonne question, oui. Je pense que dans le cas de Platon, à mon avis, le monde comme il va le conforterait dans sa philosophie. C'est-à-dire qu'il dirait, quand on voit ce que c'est que la démocratie, eh ben, il répéterait que la démocratie, c'est le pouvoir sans le savoir, qu'il faut un philosophe froid. Quand on voit à quel point le relativisme, la diversité du réel est lassante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop comment juger, parce que c'est tellement relatif la loi d'un pays à l'autre, d'un côté des Pyrénées à l'autre, on est tellement dans la diversité difficile du réel, que je pense que Platon, il serait corroboré de son idéalisme. Voilà. Sur Kant, lui, comme il est vraiment intelligent, et dans sa perspective morale, je pense qu'il changerait. C'est-à-dire qu'il comprendrait que sa vision morale du monde ne permet pas de se repérer à l'époque des embryons congelés, des fécondations in vitro,
et des réunions d'entreprise. Parce que c'est quoi une réunion? C'est quand vous allez instrumentaliser le talent d'autrui pour arriver à un résultat. Pour Kant, c'est l'immoral. C'est la définition de l'immoralité. Donc vous voyez bien, c'est ce que disait Paul Valéry. Il disait les anti-Kant. Enfin, il disait pas ça, la citation c'est après. Il disait Kant a les mains pures. Mais c'est parce qu'il n'a pas de mains. Sous-entendu, c'est tellement pur cette morale kantienne désintéressée que c'est bien. Mais c'est pas comme ça qu'on se repère dans le monde. Alors peut-être que Kant, aujourd'hui, c'est tellement compliqué de trouver ce que c'est que la vie humaine à respecter sans l'instrumentaliser, que très probablement il s'ouvrirait à la question de l'éthique avec une grande finesse. Oui, je pense qu'il changerait. Oui. Pourquoi les seules références que vous faites des paris, c'est musculeux ou du paradis? Comment répondre à cette question? La question, c'est pourquoi je situe le livre rue de Paradis à Paris dans le 10e. Et il faut que vous ouvriez un plan de Paris. Vous allez vous apercevoir que la rue de Paradis, elle prolonge la rue de la Fidélité. Après un carrefour, la rue de la Fidélité devient la rue de Paradis. Or, la thèse du livre, c'est de dire que quand on est bon dans la vie, mais aussi dans sa philosophie, c'est quand on est fidèle à son désir profond. Je montre par exemple que Platon, il va aller mieux quand il va comprendre que dans toute sa philosophie, il a été infidèle à son désir profond à lui, en faisant vivre le désir de Socrate. Donc voilà, j'ai utilisé cette géographie pour... D'ailleurs, je le dis dans le livre, j'en parle de ça, pour dire que le bonheur, quoi, donc le paradis, c'est ce qui récompense la fidélité. Attention, pas la fidélité à sa femme ou à son mari, on rappelle ça. La fidélité à soi, la fidélité à son désir. Ça, c'est l'explication. La deuxième est d'ordre privé, et je ne peux pas en parler. Ah, c'est vrai. Autre question. Autre question? Oui? Une citation préférée? Il y a une citation de Nietzsche, non, mais c'est intéressant. Il y a une citation de Nietzsche que je trouve très belle. C'est « Il y a tant d'aurores qui n'ont pas encore lu. » Il y a tant d'aurores qui n'ont pas encore lu. Ça, j'aime bien, c'est une phrase de Nietzsche. Oh, il y a une magnifique phrase de Nietzsche. C'était celle-là ma préférée. Et en plus, c'est intéressant d'en parler parce que c'est la démarche du livre aussi. C'est, vous savez, Nietzsche, il a aidé beaucoup de gens par ses œuvres à vivre dans la joie, dans ce qu'il appelle la grande santé, à combattre le ressentiment. Vous savez, Nietzsche combat beaucoup le ressentiment. Mais lui, dans sa vie, il était malade, souffreteux, et plein de ressentiments, parce qu'il avait pas mal d'échecs. Et donc, on dit toujours, comment ça se fait que Nietzsche nous aide tellement à bien vivre alors qu'il vivait si mal? Comment ça se fait que Rousseau ait écrit le sublime traité d'éducation des enfants alors qu'il a abandonné les siens? Comment ça se fait que, je sais pas moi, même Kant, qui était tellement brillant dans son désintéressement moral et dans le respect de la personne humaine, quand on voit sa vie, par exemple Kant, je crois que j'en parle dans le livre, j'en parle, il vivait à côté d'une prison, et quand même, il a demandé, comme il était influent, au maire, parce qu'il y avait des prisonniers qui faisaient du choral, quoi, et ils chantaient. C'était un moment pour eux assez agréable, j'imagine, et ça a dérangé Kant dans son travail. Donc, il a demandé au maire qu'il les fasse chanter à l'intérieur de la prison, au lieu de sortir dans la cour. Donc, pour quelqu'un qui prône le respect de la personne de l'autre et le désintéressement, il y a des petites anecdotes comme ça assez lamentables. Donc on dit toujours, comment ça se fait que... c'est comme aussi, je sais pas, c'est comme un prêtre qui prêche très bien l'amour alors qu'il est petit et mesquin dans sa vie intime, quoi. Et Nietzsche a la réponse par rapport à ça. Une très belle réponse. Et c'est aussi une réponse qui permet d'éclairer le fait que tant de psys soient très bons comme psy, mais soient des gros névrosés et ont raté tout dans leur vie. C'est le même problème. Et vous comprenez pourquoi c'est pas paradoxal en fait. Et pourquoi ils sont bons par rapport au problème? Parce que c'est leur problème, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Donc ils s'y confrontent. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas réussi à la régler qu'ils ne savent pas bien en parler. Et la phrase de Nietzsche, donc, c'est magnifique phrase, notez-la bien.
plus d'un qui ne peut se libérer de ses propres chaînes a su néanmoins en libérer son ami. C'est aussi la vie des profs, hein, qui donnent beaucoup de leçons et qui sont incapables de les appliquer à eux-mêmes. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, c'est plus subtil. C'est juste que, comme je suis pris dans des chaînes, mais je suis tellement pris dedans, que quelque part je vois comment on peut en sortir. J'y arrive pas pour moi, mais j'arrive à en parler tellement que ça fait drame. C'est plus que ça, hein. Plus d'un qui ne peut se libérer de ses propres chaînes a su néanmoins en libérer son ami. Et si les hommes politiques répondaient ça quand on les attaque tout le temps, sur l'incohérence entre leurs propositions et leurs gestes, ils marqueraient un point. Vous voyez ? Mais ça veut dire quand même que souvent, ce tout bon prédicateur, qu'il soit prêtre, philosophe, souvent c'est le miroir inversé de ce qu'il prêche. Mais c'est pas grave. Hein ? Quand on attend de ceux qui nous donnent des conseils qui soient parfaitement exemplaires, on n'a rien compris. Parce que s'ils ont un truc à nous dire sur ce problème, ben c'est qu'ils le connaissent. Alors ils peuvent le connaître et l'avoir réglé, c'est parfait. Ils peuvent le connaître parce qu'ils n'arrivent pas à le régler. D'accord ? Peut-être une dernière question. Oui. Dernière question, parce que après vous savez qu'il y a la demi-finale du concours de l'éloquence ici, donc on va être obligé de laisser la place et de remercier M. Pépin. Dernière question, intelligente si possible. Alexandre, personne d'autre? Non, je plaisantais. Les trois philosophes que Freud reçoit sont torturés. Vous dites au début du livre que, si je reprends ce que vous dites, Kant se sent incapable d'aimer, malade de tout ce qui s'impose, Platon ne se reconnaît pas dans ses œuvres, il découvre le visage d'un autre dans ce qu'il a écrit, etc. Platon répète sans cesse, philosopher, c'est apprendre à mourir. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure, grâce à Vivien, que vous exposiez vos problèmes, et donc c'est votre moteur pour écrire vos problèmes, votre ressenti. Donc, après psychanalyse, après avoir vu Freud, après s'être libéré de ce poids de l'inconscient, par la psychanalyse, peut-on rester philosophe ? C'est vraiment une bonne question. Ouais. Vous savez, c'est la même question qu'on a posée il y a beaucoup de grands génies, des Picasso, des Céline, anti-psy. Et beaucoup de gens qui disent, ouais, mais s'ils avaient fait une analyse, ils n'auraient pas fait leurs œuvres, parce qu'ils auraient perdu, avec leur névrose, leur source d'inspiration incroyable. Je crois que c'est vraiment l'argument le plus bête des anti-psy. Car si Céline avait fait une analyse, il aurait peut-être écrit moins de livres, et ils auraient été encore meilleurs, voire certains, ils ne les auraient pas écrits. Et Picasso, s'il avait fait une analyse, il n'aurait pas eu cette production incroyable, pas névrotique évidemment, mais peut-être qu'il aurait fait encore mieux, mais dans une manière plus lucide, plus sereine, moins dans la fuite, plus dans l'œuvre véritable. J'espère que c'est pareil pour la philosophie, qu'on peut rencontrer la psychanalyse et continuer à faire de la philosophie, mais mieux, voilà. Mais j'en suis pas sûr. Merci beaucoup. Merci, essayez de rien oublier dans l'amphi, s'il vous plaît. À demain, bossez bien les S pour demain.
ça, c'est une forme de crime qu'il appelle derrière un surnom. On l'a, ça a déterminé ton idéalisme. Ça, c'est le résultat de ça. C'est très lacanien. C'est-à-dire que si toute une vie va au terme. Ouais, voilà, c'est ça. Tout ça, c'est ça. De toute façon, c'est la chance. Comment il y a surtout avant les jeux du production. C'est pas trop bleu de game. Je vais bien te voir en final. Mais vous n'avez pas de... Surtout la pièce de théâtre. La pièce de théâtre, c'est vraiment ce que j'ai à faire. Mais je pense que ça va se faire le théâtre. Non, mais comme on dit, plus nombreux buts. les meilleurs répartis. Mais c'était un hybride, quoi. Enfin, vraiment un roman, enfin, une pièce de théâtre, c'est parti pour le jeu d'un autre projet, donc je trouve que c'est bien fini, parce que j'aime bien ce livre, et de là à refaire, de répéter. Est-ce que vous dites de Platon, comme vous avez coupé en deux, qui en fait est un socialiste? Alors ça c'est vraiment l'interprétation. C'est quand même la thèse de Gilbert Ryle, qui est un philosophe anglais. Très applicable. Il y a eu des grosses thèses, quand même, des trucs de musical là-dessus. Donc c'est vrai que voilà, moi j'ai repris le truc vaguement, mais c'est ça que j'ai pas eu le temps de dire, c'est que d'un certain côté, j'invente en disant voilà Platon, mais en fait je me suis mis à y croire ce que j'ai inventé, vraiment. C'est un peu bizarre. J'ai vraiment l'impression que j'ai dit la vérité de Kant et de Sartre et de Platon. Et c'est quand je dis ça, ça rend fou les gens. Il va y avoir vraiment fou. Parce que pour eux c'est complètement non scientifique. Mais les psychanalystes qui ont pu lire votre travail, ouais, ils sont assez nombreux. Certains ont détesté parce que sont de la secte. Donc moi je suis un peu pris pour eux quand même. Donc ils n'ont pas aimé. En fait beaucoup de gens ont détesté aussi, parce que les philosophes ont détesté parce que c'est un sale traitement réservé à leur candidole, et les psys parce qu'ils n'aiment pas que le nom de psy se prenne pour des psys. Mais en revanche j'ai eu de très belles rencontres avec des psychanalystes qui ont trouvé ça intéressant. Ils ont trouvé que Ségolène, prof de philo aussi. Non, mais je ne vais pas couper, mais juste par rapport à cette question, vous avez travaillé avec des psychanalystes pendant que vous l'avez écrit, le livre, ou pas du tout? Ou est-ce que vous avez avant aussi une formation Oui, je connais bien la psychanalyse. Oui, non, je travaille presque plus ça que la philo. En autodidacte, un peu, à travers une analyse? À travers une analyse et aussi à travers du travail sur des textes. Ouais. Avec des groupes de travail, tout ça. Et pour moi, c'est pas. Enfin, Lacan et Freud, c'est quand même, ils sont quand même philosophes, ils sont même pas. Après, quand on commence à fouiller dans ces zones-là, on se pose des questions du sens de l'existence, et donc on recroise des philosophes. Moi, je trouve que sur ces questions-là, ils disent moins de bêtises sur les questions de l'humain. Non, mais c'est juste par rapport à certaines interprétations psychanalytiques, comme vous n'avez pas les philosophes avec vous et leurs paroles, finalement ça vient nécessairement de vous, et donc vous l'avez dit qu'il y avait beaucoup de vous là-dedans, mais je me demande, moi c'était intéressant cette question peut-être qui ça, je sais pas, parce que il y a des moments où je ne sais pas si tous les psys seraient d'accord avec vos interprétations psychanalytiques, et à quel point justement vous vous révélez à travers elles. Il y a un moment où ça devient, il n'y a plus rien à en dire, ça devient n'importe quoi. Est-ce que je parle de moi? Est-ce que c'est un philosophe qui aurait dit ça? Et est-ce que le psy l'aurait interprété comme ça? On ne peut plus savoir. Mais moi, j'ai eu l'impression, à un moment, d'être un peu porté d'un petit nuage et de sentir vraiment la névrose de ces gens, vraiment. Il n'a jamais su que ça. Ça, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire que lui, il a la réputation d'être le couple libre, Simone de Beauvoir et tout. Je suis sûr que c'est pas vrai. Et je le sens. Alors en plus, j'ai quelques témoignages quand même réels de gens qui m'ont connu, quoi. Là, j'en ai fait un jaloux. C'est vrai qu'il n'y a pas de raison. Mais je sens que c'est la vérité. C'est tout. C'est pour ça qu'en fait, c'est de la littérature. En vérité, c'est pas de la littérature. Le vrai mot, c'est qu'on cherche un effet de réel avec du roman. C'est pour ça que si je l'avais appelé roman, plein de gens l'auraient adoré, je ne serais pas fait attaquer, j'aurais tout du succès. Le fait de l'appeler essai, c'était un non-sens. Et c'est un non-sens qui s'explique juste par la généalogie que je vous ai relatée. C'est qu'au début, je devais faire un essai, et qu'après, j'ai fait autre chose, et qu'on avait juste oublié d'appeler ça roman. On n'y a même pas pensé, en fait. Il y avait la formule roman psychanalytique, la formule de Freud. Ouais, on voulait l'appeler. À un moment, on a pensé à roman philosophique, un truc comme ça. Et puis, en fait, pour des raisons vraiment petites, on peut avouer,
c'est comme j'avais fait un livre d'avant qui avait du succès, c'était une semaine de philo, qui faisait de la pédagogie avec le marché. L'éditeur voulait refaire un succès et il s'est complètement planté, c'était un énorme vide. Et après j'ai eu le bon succès avec la BD. En fait, on a du succès quand on est cohérent, quand on assume, quoi. Là, je pense que si j'avais écrit roman, ça aurait pu cartonner. Le fait d'appeler ça essai, c'est un échec total. C'est vraiment. Mais du coup, c'est aussi ce que dit la psychanalyse, c'est l'échec qui dit la vérité. Symptômes, voilà. Cet échec m'a vachement dit la vérité sur moi-même que d'autres. Là, pourtant, il y a beaucoup plus aux élèves. Oui, mais il plaît à ceux qui le lisent avec des yeux neufs, et qui n'ont pas les clichés, la philo, la psychanalyse, l'essai, tout ça, c'est des questions un peu évidentes. Alors, les vrais lecteurs aiment ce livre, mais la question c'est comment ils y accèdent. En France, s'il n'y a pas de. C'est pas porté par. Oui, voilà. Mais du coup, il a une vie très intéressante, avec des gens comme vous, comme ça fait déjà 5 ans, je crois, 4 ans. Il a une vie très intéressante, que de gens qui sont intelligents, qui lisent, qui découvrent et qui n'ont pas d'a priori, quoi, pas de préjugés. Et c'est une belle histoire, c'est que des belles rencontres. Et là, quand même, j'étais vraiment surprenant de qualité. Ce matin, un élève m'a posé quand même la question de savoir si vous avez eu quelques ennuis avec le milieu des philosophes pour avoir osé. Oui, j'ai des gens. Ils m'ont pas envoyé de. Oui. Mais oui, ils ont été. Mais j'ai répondu bêtement qu'il y avait une liberté d'expression qui faisait qu'on pouvait quand même intelligemment. Ils ont essayé de tout faire à la mesure de leurs moyens, à la mesure où c'est mon cul, c'est un départ. Mais oui, ils n'ont vraiment pas aimé, quoi. Ils ont trouvé ça. Honteux. Ce qui était hyper révélateur. Parce que c'est rien honteux. Pour eux, parler de vie sexuelle de Kant, c'était vraiment. En plus, vous avez une rigueur parce qu'à la fin de votre livre, vous citez toutes vos références, vous citez le dictionnaire de la planche, on voit bien que c'est pas purement. Les élucubrations. Ouais, voilà. Ça, c'est super. Enfin, la dernière partie est très intéressante. Elle incite à lire les derniers jours de vie, enfin des livres que je ne connaissais pas du tout. Le scénario de Sartre est vraiment difficile à trouver. Hudson, ouais, c'est ça. Le scénario sur Freud. Il est. Introuvable. Je crois. C'était un philosophe, Jean-Michel Destier, qui. Je pense que je vais la trouver. C'est pas dans le commerce. Oui, je pense que c'est trouvable. C'est marrant. Ouais, non, c'est marrant. En tout cas, je sais pas si. Non, parce que c'est marrant, c'est bon, comme ça, non? On leur dira. C'est de mon prof. Mais ceux qui ont parlé, après, là, il s'intéresse